Donc j'ai fait de la recherche sur ce qu'on appelle les toxines bactériennes. On parle beaucoup d'anthrax. La diphtérie autrefois était une maladie connue, la peste. Eh bien, ce sont toutes des bactéries, ce sont des maladies qui sont produites par des bactéries qui notamment agissent via des toxines extrêmement puissantes et qui ont des particularités, c'est qu'elles sont sécrétées, elles sont émises par la bactérie et elles se retrouvent dans l'organisme, donc dans de l'eau essentiellement, puisque c'est véhiculé par le sang. Et donc elles ont des propriétés de solubilité dans l'eau, ces protéines. Les protéines, ce sont des grosses molécules qui portent toute une série d'activités indispensables pour notre organisme. Et ces protéines, ces toxines, doivent rentrer dans les cellules. Et le paradoxe, c'est qu'une cellule, c'est imperméable à l'extérieur. Vous avez une membrane autour d'une cellule qui régule de manière très stricte ce qui peut entrer ou sortir, sinon nos organismes n'existeraient pas. Nous sommes constitués de cellules les unes à côté des autres, les organes sont constitués de cellules. Et donc le paradoxe, c'est de se dire qu'on a là des grosses structures, des grosses molécules qui vont traverser complètement un milieu qui leur est hostile, qui normalement ne permet pas qu'elles passent. Et moi j'ai travaillé pour essayer de comprendre de manière très très fine et très précise par des approches à la fois de biochimie, donc sur les protéines elles-mêmes, sur la nature des protéines, mais aussi de caractérisation de leur structure, des processus dits biophysiques, essayer de comprendre comment ces protéines modifiaient leurs propriétés de manière transitoire pour traverser, et de l'autre côté, pour réacquérir les propriétés qu'elles avaient au départ. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la souplesse des protéines, leur capacité dans certaines conditions à s'ouvrir et puis à se reployer et à retrouver une activité. Alors, j'ai travaillé essentiellement dans le laboratoire de Jean-Marie Reuskart à l'ULB. C'est là que j'ai fait ma thèse. C'est là qu'on a développé toutes les méthodes de purification des protéines, tous les aspects biophysiques essentiellement. Mais j'ai aussi travaillé à l'Institut Pasteur à Paris, parce qu'à un moment donné, nous avions des hypothèses sur certains domaines clés de la protéine et j'ai voulu faire des mutants, donc aller modifier certaines parties de manière tout à fait précise et puis étudier leur relation avec l'activité de la protéine et valider les hypothèses que nous avions démontrées et ça a pas mal fonctionné. Donc j'ai passé 2 ans à l'Institut Pasteur à Paris et puis je suis allée, après ma thèse, finaliser ce travail à la Harvard Medical School. J'ai passé 1 an et demi à Boston pour finaliser et pour approfondir un certain nombre d'hypothèses. Eh bien, je crois qu'on est à une charnière. On est à une charnière au niveau sociétal et les modèles économiques vont devoir suivre. Alors, je vois beaucoup. Je ne peux même plus appeler ça des signaux faibles. Ça, mon ancien métier, on appelait ça des signaux faibles quand vous avez une protéine qui change un tout petit peu de structure. Un acide aminé, c'est les petits blocs qui composent les protéines. 1 sur 1000 ou 2000, c'est difficile à mettre en avant. Eh bien, j'ai gardé cette notion de signal faible. Mais je crois qu'ils sont de moins en moins faibles. On voit clairement dans le monde du travail, particulièrement la jeune génération, ne veut plus des modes de fonctionnement qui sont contrôlés, qui sont hiérarchisés, où ils ou elles n'ont pas voix au chapitre. C'est fini ça. Et ça n'est plus un signal faible. Le nombre de colloques où je vois comment gérer, comment intégrer la génération Y dans l'entreprise, c'est une vraie préoccupation. Alors moi, je ne comprends pas que ce soit une préoccupation, je trouve que c'est une vraie richesse. Et chaque fois, je me lève en disant, en les écoutant, ce serait peut-être plus simple simplement d'écouter ce qu'ils proposent et de voir comment ça peut être pris positivement. Ça, c'est un premier grand mouvement, c'est l'évolution du monde du travail, particulièrement avec les jeunes générations. Je vois aussi l'évolution dans les mouvements sociaux, la société civile. Ça non plus, c'est plus un signal faible. On n'en est plus à quelques excités qui allaient hurler lors des colloques à Davos. C'est plus du tout des gens qui étaient marginalisés, qui étaient déjà dans des réflexions, mais des réflexions parallèles. C'est tout le monde aujourd'hui. Tout le monde qui est prêt à rejoindre les indignés. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Italie, ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si c'est intelligent ce que les Italiens ont fait ou pas, ou si ça va les aider ou pas. Mais en attendant, ça veut dire ça suffit maintenant de ces modes de fonctionnement. Donc je ne me prononce pas sur les aspects économiques, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée, mais ça veut dire quelque chose. Ça, je crois que c'est vraiment révélateur.
Il y a aussi l'échec des politiques d'innovation. On met des financements là-dedans depuis des années et finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Le lien entre université, connaissance, l'évolution vers la société de la connaissance, ça aussi c'est une rupture. Mais ça va demander des modes de fonctionnement très différents. Ça va demander des partenariats, ça va demander des réseaux, ça va demander de se faire confiance. Et la confiance, il ne suffit pas d'y mettre un subside pour qu'elle s'installe. L'Europe ne peut pas dire « hop, voilà une bourse confiance. Vous êtes priés d'aller causer, partir au sport d'hiver, enfin je ne sais pas quoi, mais voilà, je ne sais pas comment on fait pour subsidier la confiance. » Donc c'est vraiment tous des mécanismes qu'il faut revoir, qu'il faut remettre en œuvre. Je crois qu'on a oublié la créativité. Je pense que le système d'enseignement actuel ne nous forme pas à demain. Il ne nous met pas dans des situations où on sait comment gérer l'autre, exprimer un conflit. Le nombre de personnes, même des managers, qui ne sont pas à l'aise avec le conflit, qui ne savent pas comment gérer ça, qui ne savent pas comment aider les gens qui sont leurs collaborateurs à travailler en fonction de ce qu'ils sont. Et ça, c'est vrai que c'est chouette, ces formations basées sur les neurosciences, c'est ça. C'est manager selon les personnalités, c'est aller chercher ce que chacun a de meilleur. Alors forcément, on est tous obligés de faire de temps en temps des trucs qu'on n'aime pas. Mais si on est à 80% sur des trucs qu'on aime et qui nous ressourcent, il y a moins de chances qu'on tombe en burn-out ou qu'on ait le moindre problème. C'est presque l'inverse chez moi. On s'est rendu compte qu'un des inconvénients de notre mode de management, c'est que les gens travaillaient trop. De temps en temps, je dois envoyer un message en disant « Attends, c'est l'heure d'aller dormir maintenant. » Parce que les gens font des choses qui les ressourcent. Et ça, je crois que c'est vraiment des changements. Et moi, je voudrais réussir, c'est extrêmement ambitieux, mais c'est Avicenne qui disait à un de ses disciples « Qu'est-ce que tu veux un jour devenir ?» Avicenne, ce grand médecin, philosophe, qui disait « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et le disciple répond et il dit « Mais je voudrais être vous, maître. » Et Avicenne lui a répondu « Bien alors tu ne seras rien, parce que moi je voulais être l'égal de Dieu et je ne suis qu'Avicenne. » Donc je trouve qu'il faut se mettre des objectifs et moi je voudrais vraiment essayer d'induire ce changement qui est à la fois plus respectueux des gens. Quand on arrive à travailler comme ça, on est joyeux. Je ne sais pas expliquer, il y a un plaisir à travailler quand on s'est senti reconnu et les gens ont envie de travailler. Et particulièrement en Wallonie, puisque moi je bosse en Wallonie, je trouve que c'est aussi une façon de redonner du tonus, d'exprimer la créativité. Et c'est vraiment vers ça que je voudrais aller. Mais on commence à avoir des résultats. On travaille à la fois avec des universités, des entreprises, et je vois bien qu'il y a de la confiance qui s'installe. Alors qu'au début, personne ne voulait nous dire ce qu'on faisait, puisqu'on était là pour coordonner, évaluer. Tout le monde s'est dit coordonner égale contrôler, évaluer égale sanctionner. Il a fallu pratiquement 3-4 ans avant, par des tas de méthodes qu'on a découvert petit à petit, pour qu'on comprenne qu'on n'était pas là pour ça. Et maintenant, on a des coups de fil, dis Véro, tu ne veux pas venir à la réunion, c'est plus simple que tu viennes directement, tu sauras ce qu'on fait, et on ne devra pas te l'expliquer comme ça. Et ça, je trouve que c'est une grande victoire. Je suis vraiment dans la logique maintenant de comprendre comment ces problèmes comportementaux et culturels dans le monde du travail, dans les partenariats, dans l'innovation ouverte, dans les milieux ouverts. Et je questionne par exemple pour le moment tout ce qui est protection de la propriété intellectuelle. Je me demande s'il faut encore faire ça. Je me demande s'il faut encore contrôler à ce point-là, sans doute protéger, tant qu'on est dans un monde où les entreprises sont en compétition les unes avec les autres. Dans la société de la connaissance, il faudra protéger, mais qui reçoit de l'argent de ça? Est-ce qu'on ne peut pas mettre plus à disposition les connaissances? Donc j'essaye vraiment de réfléchir maintenant à des systèmes où plus je reçois de connaissances, plus je vais en donner. Et plus je vais en donner, plus je vais en recevoir. Et quelles seraient les conséquences sur les modes de fonctionnement habituels de ce mode de fonctionnement? On voit bien avec les données, on voit bien qu'il y a des métiers qui vont apparaître. C'est un pur scandale que la SNCB, ces données, on retrouve les données de la SNCB de manière publique. Je pense que Google peut à peu près avec nos habitudes, le nombre de fois où on a réservé son Thalys par Internet, ses places de théâtre, etc. Je pense que demain, ça n'aura plus de sens de cacher ça. Alors pour le moment, c'est des données privées,
Mais je crois que demain, ça n'aura plus de sens. Je lisais une interview du directeur des renseignements français, donc les espions, le chef du service d'espionnage français, il disait mais on va bientôt arriver à un grand chômage pour les espions français, on a tout sur Internet maintenant, ou presque, si on fait ça de manière intelligente. Et donc c'est quoi ces métiers de demain? Ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, les chiffres d'emploi. Quand on regarde les gens qui pensent à demain, des gens comme Marc Loïs-Guizy, qui a écrit un bouquin extraordinaire, Le surgissement d'un nouveau monde, il rassemble des chiffres en disant qu'on a perdu des emplois en agriculture, on les a perdus dans l'entreprise, dans l'industrie traditionnelle, on va les perdre dans les services. Il dit c'est inéluctable. Et donc il faut trouver des nouveaux emplois, et ce sont ces emplois de connaissance. Demain, les gens qui parviendront à mettre ensemble des données, à les rendre publiques, l'organisation des services. Dans les signaux faibles dont je parlais tout à l'heure, les systèmes de troc. Si vous regardez ça de près, tant qu'on fait ça à 10 personnes, un village, 500 personnes, c'est OK. Si ça s'étend, quand je fais du troc, nous échangeons un service, vous et moi, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de sécurité sociale payée. L'État ne récupère rien sur cette chose que nous avons échangée, vous et moi. Donc demain, comment on finance l'État ? Comment est-ce qu'on va faire vivre des services? Mais peut-être qu'il ne faudra pas financer. Peut-être que les médecins viendront dans le jeu et qu'ils vont soigner gratuitement si on leur donne à manger. Mais comment on fait alors pour continuer à avoir des relations collectives à longue distance? Parce que ça va bien tant qu'on est proche. Vous voyez, donc vraiment, ça c'est vraiment à très long terme, c'est même au-delà de l'économie. Je me dis, mais comment on va arriver là-dedans et comment on ne va pas faire des horreurs en gardant ça sur une trop petite échelle.